À l'aube d'un matin sans caméra, à Saint-Tropez, les volets de la Madrague restent clos. Le silence n'est pas nouveau, il dure depuis des décennies, mais ce jour-là, il pèse autrement. Brigitte Bardot, l'icône absolue, s'est retirée du monde depuis longtemps. Pas de tapis rouge, pas d'adieu public, seulement une vie qui s'éteint hors champ, loin des projecteurs qui l'avaient faite reine. Et une question, lancinante, demeure. Quand une légende se tait, que reste-t-il à ceux qui portent son nom? On l'a vu triompher, bouleverser le cinéma, incendier l'imaginaire collectif. On a moins regardé le fils. Né au cœur de la tempête médiatique, il a grandi à l'ombre d'un mythe. Des années de distance, des phrases rares, des silences plus éloquents que des aveux, puis un jour un adieu, discret, presque invisible. Était-ce une réconciliation, un geste tardif ou simplement la fin d'un long éloignement? La gloire est-elle une bénédiction pour les enfants des légendes ou un fardeau qu'on ne dépose jamais? Derrière l'image figée d'une femme libre se cache une histoire familiale aux lignes brisées. Car si le monde a appris à connaître Bardot, qui a appris à connaître son fils? Et que signifie dire adieu quand on a passé une vie à se tenir à distance? Cette histoire ne promet pas de révélation tapageuse, elle promet mieux, la vérité des silences. Voulez-vous que je continue avec la partie suivante? Dans la France des années 1950, Brigitte Bardot n'est pas seulement une actrice à succès, elle devient un phénomène, une rupture, une image qui traverse les frontières et bouleverse les codes d'une société encore marquée par l'après-guerre. Son visage envahit les salles de cinéma, les couvertures de magazines, les conversations. Avec « Et Dieu créa la femme » en 1956, elle incarne une liberté nouvelle, dérangeante, magnétique. Le film choque autant qu'il fascine. Bardot n'est plus une interprète, elle est un symbole. Très vite, la célébrité se transforme en pression constante. Chaque geste est observé, chaque relation commentée. Le public croit tout savoir de sa vie, alors qu'il ne voit qu'une façade soigneusement éclairée. Derrière cette image de femme affranchie, Bardot vit dans un rythme effréné, entre tournage, voyage et obligations médiatiques. Le succès est total, mais il ne laisse que peu de place à l'intimité. Pourtant, aux yeux du monde, rien ne semble manquer à ce destin hors norme. Lorsque Bardot épouse l'acteur Jacques Charrier en 1959, les presses parlent d'un couple parfait, deux étoiles du cinéma français réunies. Les photographies de leur mariage font le tour de l'Europe. L'opinion publique imagine déjà une famille idéale, baignée par la lumière de la célébrité. Dans cet imaginaire collectif, la gloire promet protection, confort et bonheur durable. En janvier 1960, la naissance de leur fils, Nicolas Jacques, semble confirmer ce récit idyllique. Un enfant né au sommet de la renommée. Mais très vite, la réalité s'éloigne du mythe. Pour Bardot, la maternité n'est pas une évidence. Elle l'avouera plus tard avec une sincérité désarmante. Ce rôle, que la société attend d'elle, entre en conflit avec son besoin viscéral de liberté. Là où le public projette une image maternelle idéalisée, Bardot ressent une profonde inquiétude, presque un enfermement. La vie conjugale se dégrade rapidement. Les tensions s'accumulent, nourries par la pression médiatique et des attentes incompatibles. En 1962, le couple divorce. Les journaux s'emparent de l'événement, dissèquent les causes, multiplient les interprétations. Mais une question essentielle reste en arrière-plan, celle de l'enfant. Nicolas Jacques grandit principalement auprès de son père, loin de l'agitation des plateaux et des flashs. Ce choix, perçu comme pragmatique, installe pourtant une distance durable entre la mère et le fils. Pendant ce temps, la carrière de Bardot continue de briller. Les films s'enchaînent, les réalisateurs la veulent, les photographes la suivent, le public la réclame. Elle devient une icône internationale, associée à une France audacieuse, sensuelle, moderne. Mais cette gloire a un prix. Bardot se sent de plus en plus prisonnière de son propre personnage. Les rôles se répètent, les attentes se figent. La femme derrière le mythe s'épuise. Au début des années 1970, cette fatigue atteint son paroxysme. En 1973, contre toute attente, Bardot annonce son retrait définitif du cinéma. À 39 ans, au sommet de sa notoriété, elle choisit de disparaître des écrans.
Aucun adieu spectaculaire, aucun dernier film événement, simplement une rupture nette. Pour le public, c'est une incompréhension. Pour Bardot, c'est une question de survie. Elle se retire alors à la Madrague, à Saint-Tropez, une maison isolée, tournée vers la mer, qui devient son refuge. Là, elle tente de reconstruire une vie loin des regards. Peu à peu, une nouvelle mission s'impose à elle, la défense des animaux. En 1986, elle fonde la Fondation Brigitte Bardot. Cet engagement radical, parfois controversé, redonne un sens à son existence. Elle se bat avec la même intensité que celle qu'elle avait mise dans sa carrière artistique. Mais cet engagement absorbe toute son énergie. La famille reste en périphérie. Nicolas Jacques, de son côté, choisit une trajectoire opposée à celle de sa mère. Il refuse l'exposition médiatique, ne cherche ni reconnaissance ni héritage symbolique. Son nom est connu, mais son visage demeure absent des écrans. Il construit sa vie dans la discrétion, presque dans l'effacement. Ainsi, la gloire se révèle ambivalente. Pour Bardot, elle fut une ascension fulgurante suivie d'un retrait brutal. Pour son fils, elle fut une présence invisible mais écrasante. Deux destins liés par le sang, mais séparés par le poids d'un mythe. Derrière l'éclat d'une icône, une distance silencieuse s'est installée, lentement, inexorablement. Cette période de splendeur, souvent idéalisée, porte déjà en elle les germes de la fracture à venir. Car lorsque la lumière est trop forte, elle crée aussi des zones d'ombre, et dans ces zones d'ombre, les liens familiaux commencent à se fragiliser, annonçant le moment où tout basculera. Le basculement ne se produit pas en un jour. Il n'y a ni cri, ni scène spectaculaire. La fracture entre Brigitte Bardot et son fils se creuse lentement, presque imperceptiblement, à mesure que le silence remplace la parole. Dans les années qui suivent son retrait du cinéma, Bardot croit trouver enfin la paix. Mais cette paix est exigeante, elle réclame l'isolement, elle impose des murs. Et ces murs, peu à peu, deviennent infranchissables. À la Madrague, la maison semble hors du temps. La mer, les animaux, le calme. Bardot s'y replie comme on se protège d'un monde devenu hostile. Les visites se raréfient, les appels aussi. Les relations humaines se réduisent à l'essentiel. Pour beaucoup, ce retrait est un choix courageux. Pour d'autres, une fuite. Pour son fils, c'est surtout une absence qui s'installe durablement. Nicolas Jacques Charrier grandit loin de cette mère devenue légende. L'enfance se déroule sans éclat médiatique, mais aussi sans gestes quotidiens partagés. Il n'y a pas de souvenirs familiaux mis en scène, pas d'image d'une complicité exhibée. La distance n'est pas conflictuelle, elle est plus radicale encore, elle est structurelle, elle s'inscrit dans le temps. À l'adolescence, Nicolas Jacques comprend que le lien ne se reconstruira pas spontanément. Sa mère appartient à un autre monde, régi par ses propres règles. Elle est sollicitée, attaquée, admirée. Elle vit sous une pression constante, même en retrait. Et cette pression, Bardot la transforme en combat. La défense des animaux devient sa raison d'être. Elle s'y engage avec une intensité totale, parfois au prix de toute autre relation. Dans les années 1980 et 1990, ses prises de position choquent. Certaines de ses déclarations publiques suscitent de vives polémiques. La presse s'en empare, l'opinion se divise. Bardot devient une figure clivante. Pour elle, ces controverses sont secondaires. Elle se sent investie d'une mission morale. Mais chaque polémique ajoute une couche supplémentaire entre elle et le reste du monde, y compris entre elle et son fils. La fracture se nourrit aussi du regard extérieur. Nicolas Jacques est régulièrement renvoyé à l'image de sa mère. On ne lui demande pas qui il est, mais ce qu'il pense d'elle. On ne s'intéresse pas à son parcours, mais à leur relation. Ce miroir constant est épuisant, il enferme. Alors il choisit le retrait, il refuse les interviews, il se tient à distance de toute exposition médiatique. Sa discrétion devient une protection. Pendant ce temps, Bardot s'enfonce dans une solitude assumée. Elle l'évoque parfois, sans détour. Elle parle de son incapacité à être mère, non comme une confession tardive, mais comme un constat. Ces mots, largement relayés, figent la relation dans une narration publique. Ils donnent l'impression d'un renoncement définitif. Mais disent-ils toute la vérité, ou masquent-ils une douleur plus profonde, impossible à formuler? Les années passent, les occasions de rapprochement se font rares, les fêtes, les anniversaires, les moments clés de la vie de Nicolas Jacques se déroulent loin de sa mère. Il construit sa famille, son quotidien, sans chercher à combler ce vide. La normalité devient son refuge.
Là où le monde attend un drame, il n'y a qu'une continuité silencieuse. Pourtant, une question persiste. Pourquoi cette distance ne se transforme-t-elle jamais en confrontation? Pourquoi ni la colère ni la révolte ne s'expriment publiquement? Peut-être parce que le lien, même distendu, n'est jamais totalement rompu. Peut-être parce que la douleur, lorsqu'elle est trop ancienne, devient muette, et que le silence, paradoxalement, protège ce qu'il reste d'un attachement fragile. À mesure que Bardot avance en âge, son isolement s'accentue. La santé devient un enjeu. Les apparitions publiques se font de plus en plus rares. Les communiqués remplacent les interviews. Le mythe se fige. Elle n'est plus seulement une ancienne star. Elle est une figure presque hors du monde. Pour Nicolas Jacques, cette évolution ravive une inquiétude discrète. Le temps est compté. Les occasions manquées ne se rattrapent pas. C'est dans ce contexte que surgit l'idée d'un dernier geste. Pas une réconciliation spectaculaire, pas une déclaration publique, simplement une présence, un adieu. Les détails restent flous, volontairement. La discrétion est totale, mais le symbole est fort. Pour la première fois depuis longtemps, le fils se tient là où tout a commencé et tout s'est terminé, non pas pour réparer le passé, mais pour l'accepter. Ce moment, s'il a existé, n'est pas destiné au regard du public, il appartient à l'intime, et c'est précisément ce qui lui donne sa force. Aucun mot n'est rapporté, aucun geste n'est décrit. Seule compte l'idée qu'au terme d'une vie marquée par l'excès de lumière, la relation mère et fils se résume à une présence silencieuse, une reconnaissance tardive peut-être, ou simplement un respect mutuel enfin assumé. La fracture alors ne se referme pas vraiment, elle cesse simplement d'être douloureuse, elle devient un fait, une donnée de l'histoire. Bardot n'a jamais changé de trajectoire, Nicolas Jacques non plus. Ils n'ont pas cherché à se rejoindre à mi-chemin. Chacun est resté fidèle à sa manière d'exister. Et c'est peut-être là, paradoxalement, que se trouve la seule forme de réconciliation possible. Ce basculement n'est donc pas un événement précis, mais une prise de conscience, celle que certaines distances ne se comblent pas par des mots, mais par l'acceptation, que certaines relations ne se réparent pas, mais se comprennent, et que le silence, lorsqu'il est choisi et partagé, peut devenir un langage à part entière. À l'ombre de la légende, la fracture a façonné deux vies distinctes. Elle a transformé la gloire en solitude et l'absence en force tranquille. Reste maintenant à comprendre ce que cette histoire révèle vraiment, non seulement d'une mère et de son fils, mais du prix intime payé par ceux qui naissent au cœur des mythes. La vérité n'apparaît jamais comme une révélation brutale. Elle se dévoile lentement, par couches successives, à mesure que les certitudes s'effritent. Dans l'histoire de Brigitte Bardot et de son fils, il n'existe ni secret scandaleux, ni trahison spectaculaire. La vérité est plus dérangeante précisément parce qu'elle est simple. Elle tient dans un mot rarement accepté lorsqu'il concerne une icône, l'incapacité. Bardot n'a jamais caché son malaise face à la maternité. Contrairement à l'image que la société projetait sur elle, elle ne s'est jamais sentie préparée à ce rôle. Cette lucidité, qu'elle exprimera tardivement et sans détour, choque encore. Mais elle éclaire une réalité souvent occultée. Toutes les femmes, même les plus admirées, ne vivent pas la maternité comme une évidence. Pour Bardot, devenir mère a coïncidé avec le moment où sa liberté semblait déjà menacée par la célébrité. La pression du regard public a joué un rôle déterminant. Chaque geste était interprété, chaque silence commenté. Être mère sous l'œil des caméras signifiait être jugée en permanence. Bardot l'a vécu cette injonction comme une violence. Plutôt que de tenter de correspondre à une image maternelle qu'elle ne reconnaissait pas, elle a choisi la distance. Un choix radical, mais cohérent avec son tempérament. Cette distance n'était pas un rejet personnel de son fils, mais une tentative de survie psychologique. De son côté, Nicolas Jacques Charrier a grandi dans une configuration familiale atypique, mais stable en apparence. Loin des plateaux, il a bénéficié d'une enfance relativement protégée du tumulte médiatique. Cette protection avait un coût, l'absence d'un lien maternel quotidien. Très tôt, il a compris que sa mère appartenait à un univers qui ne pouvait pas être partagé. Cette compréhension précoce a forgé chez lui une forme de maturité silencieuse. La vérité se situe aussi dans la manière dont chacun a construit son identité. Bardot s'est définie par le combat. Après le cinéma, elle s'est consacrée entièrement à la défense des animaux.
Cet engagement n'était pas un simple passe-temps, mais une reconstruction. Il lui offrait une cause à la hauteur de son intensité, sans les ambiguïtés émotionnelles des relations humaines. Dans ce combat, elle trouvait une clarté morale qui lui avait toujours échappé dans la sphère familiale. Nicolas Jacques, à l'inverse, a choisi la normalité. Son existence discrète est une réponse directe à l'excès de notoriété qui entourait sa naissance. Là où sa mère vivait dans l'absolu, il a recherché l'équilibre. Travail, famille, anonymat relatif. Cette trajectoire n'est ni une fuite ni une opposition, elle est une affirmation, celle de ne pas être définie par un nom célèbre, mais par des choix personnels. La vérité, enfin, réside dans l'acceptation mutuelle de ces chemins divergents. Il n'y a jamais eu de tentative sérieuse de réécrire le passé, ni excuse publique, ni geste symbolique grandiose. Ce refus du spectaculaire est révélateur. Bardot et son fils ont compris, chacun à leur manière, que certaines blessures ne se guérissent pas par des mots, elles se stabilisent par la reconnaissance de ce qui a été, sans chercher à l'embellir. Avec le temps, cette reconnaissance a pris une forme plus apaisée. L'âge avançant, Bardot s'est progressivement retiré de toute controverse. La parole s'est faite plus rare, le corps plus fragile. La maison de la Madrague est devenue un espace presque sacré, fermé au monde. Dans ce retrait ultime, la question de la filiation a pris une dimension différente, non plus celle du manque, mais celle de la transmission silencieuse. Il ne s'agit pas d'héritage matériel ou symbolique au sens traditionnel, il s'agit d'un legs plus abstrait, la liberté de ne pas correspondre aux attentes. Bardot, malgré ses excès et ses erreurs, a toujours refusé les compromis. Nicolas Jacques, sans jamais l'imiter, a hérité de cette même liberté, celle de choisir une vie en dehors des récits imposés. En ce sens, le lien existe, discret mais réel. Cette vérité dérange parce qu'elle ne propose pas de réconciliation classique, elle ne satisfait pas le besoin narratif d'un dénouement émouvant, elle suggère autre chose, que certaines relations trouvent leur équilibre non dans la proximité mais dans la distance respectée, que l'amour, parfois, ne se manifeste pas par la présence constante, mais par le refus d'imposer une place qui ne peut être tenue. À travers cette histoire, une question plus large se dessine. Que fait la célébrité aux liens familiaux? Elle amplifie tout, les attentes, les jugements, les silences. Elle transforme des difficultés ordinaires en tragédies symboliques. Mais au cœur de cette amplification, les individus restent humains, vulnérables, imparfaits. Bardot n'a jamais cessé d'être une femme en lutte avec elle-même. Nicolas Jacques n'a jamais cessé d'être un fils cherchant sa propre voie. La vérité n'absout personne, elle ne condamne pas non plus. Elle invite à regarder autrement, à comprendre que derrière les mythes, les figures publiques affrontent des dilemmes intimes sans solution idéale, et que leurs enfants, nés dans cette lumière excessive, doivent souvent inventer des stratégies de survie invisibles. Ce qui subsiste aujourd'hui n'est pas une histoire de rupture, mais une histoire de limites acceptées. Une frontière tacite, jamais franchie, mais reconnue par les deux parties. Cette frontière a permis d'éviter le ressentiment au prix d'une distance durable. Et c'est précisément cette distance qui éclaire la dernière étape de ce récit. Car une fois la vérité posée, sans embellissement ni accusation, il ne reste qu'une interrogation essentielle. Que signifie aimer quand on ne sait pas être parent? Et comment vit-on lorsque l'on comprend que l'on a été aimé autrement que ce que l'on espérait? Lorsque le silence devient définitif, il ne résonne plus comme une absence, mais comme une conclusion. L'histoire de Brigitte Bardot et de son fils ne se referme pas par une scène spectaculaire, elle s'achève comme elle a toujours existé, à voix basse. Dans cette discrétion finale, il n'y a ni vainqueur ni coupable, seulement le constat d'une vie vécue selon ses propres règles et des traces qu'elle laisse chez ceux qui portent son nom. Bardot aura incarné, jusqu'au bout, une contradiction profonde. Femme libre, adulée, affranchie de toutes les normes, elle n'a jamais su ou voulu endosser le rôle que la société associait naturellement à sa féminité. Ce refus, assumé avec une sincérité brutale, a choqué, mais il a aussi révélé une vérité dérangeante. La maternité n'est pas un instinct universel et la célébrité ne compense jamais l'absence d'un lien intime. Pour Bardot, l'amour s'est exprimé autrement, de manière fragmentée, indirecte, parfois maladroite.
Pour son fils, grandir dans l'ombre d'une légende signifiait apprendre très tôt à se définir par le retrait. Porter un nom mondialement connu sans jamais s'en servir comme tremplin. Accepter que l'histoire familiale ne ressemble pas aux récits idéalisés. Cette acceptation n'a pas été une résignation, mais une construction. En choisissant la discrétion, il a repris le contrôle de son identité. Il a refusé que la notoriété maternelle dicte le sens de sa vie. La fin ouverte de cette histoire tient précisément dans cette divergence assumée. Il n'y a pas de morale simple, pas de message ressorant, seulement une interrogation persistante: faut-il nécessairement être proche pour aimer ? Bardot et son fils ont démontré, malgré eux, qu'un lien peut exister sans se manifester par la présence quotidienne. Mais à quel prix ? Et qui perd réellement ce prix ? Dans l'imaginaire collectif, la célébrité est souvent perçue comme un privilège transmis, un héritage enviable. Cette histoire en montre l'envers. Être l'enfant d'une icône, c'est aussi hériter de ses manques, de ses fuites, de ses combats inachevés. C'est vivre avec une image publique qui ne coïncide jamais totalement avec la réalité intime, et apprendre à composer avec ce décalage, parfois toute une vie durant. La solitude de Bardot, souvent commentée, apparaît alors sous un jour nouveau. Elle n'est pas seulement le résultat d'un retrait volontaire, mais la conséquence logique d'un choix existentiel. Refuser les compromis, même affectifs. Préserver sa cohérence intérieure, quitte à sacrifier la proximité. Ce choix radical force autant l'admiration que l'incompréhension. Il interroge notre propre rapport aux attentes sociales et familiales. Quant au fils, son adieu discret, réel ou symbolique, prend une dimension universelle. Dire adieu sans régler les comptes, sans réécrire le passé. Accepter que certaines questions restent sans réponse. Ce geste, s'il a eu lieu, n'efface pas les années de distance. Il les inscrit dans une continuité apaisée, une reconnaissance mutuelle, tardive mais essentielle, que chacun a fait de son côté. La fin de cette histoire n'offre donc pas de consolation facile. Elle laisse un goût d'inachevé, volontairement, comme une porte entr'ouverte sur une réflexion plus large. Que faisons-nous de nos rôles imposés ? Jusqu'où peut-on s'en affranchir sans briser ceux qui nous entourent ? Et comment les enfants de figures publiques peuvent-ils se libérer d'un destin qu'ils n'ont pas choisi ? Brigitte Bardot restera dans l'histoire comme une icône absolue. Son fils, lui, restera en marge de cette légende. Et c'est peut-être là que se situe la vérité la plus forte de ce récit. Tous deux ont survécu au mythe, chacun à sa manière. L'une en se retirant du monde, l'autre en refusant d'y entrer sous un nom trop lourd à porter. Au terme de ce parcours, une seule certitude demeure. La célébrité peut façonner des destins extraordinaires, mais elle ne protège pas des fragilités humaines. Elle les amplifie. Et lorsque les projecteurs s'éteignent, il ne reste que des individus face à leur choix. Certains choisissent la lumière jusqu'à l'épuisement, d'autres préfèrent l'ombre pour se préserver. Cette histoire ne se ferme pas sur une réponse définitive. Elle se suspend, comme un silence prolongé après la dernière note. À chacun d'y entendre ce qu'il redoute ou ce qu'il reconnaît. Car au fond, la question centrale demeure: le prix de la liberté vaut-il toujours celui de la solitude ?